Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce retour de moi, de Nicolas d'Artopolis. Enfin, je sais plus comment je m'appelle, mais bon, ça change tout le temps. Je reviens parler de cinéma. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion de le faire et je reviens en plus pas seul, donc c'est ça qui est chouette. Et je pense que ça va être quelque chose qui va se refaire sur la chaîne parce que j'ai plus très envie de faire des vidéos sur le cinéma seul. Et j'ai l'occasion en plus d'accueillir une deuxième fois Samir de la chaîne Microciné que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas, ben, je réintroduis un peu ta chaîne, hein. Donc c'est une chaîne qui questionne le cinéma sous plusieurs angles, en n'étant jamais seul, d'ailleurs aussi, en invitant des gens autour de thématiques, de réalisateurs et de choses diverses autour du cinéma. Et c'est souvent très intéressant. Et en plus, j'ai l'occasion de le recevoir aujourd'hui parce que euh, Samir, tu nous proposes donc une deuxième édition de ton festival que tu avais proposé l'année dernière en courant février, hein, même période. Donc Festival Microciné, qui était un festival qui s'était déroulé sur 2 jours au Club de l'Étoile à Paris. Donc c'est une salle assez connue, hein, de cinéma à Paris qui fait souvent de l'événementiel. Et donc on avait regardé sur 2 jours 8 films avec des intervenants aussi, des gens qui viennent sur ta chaîne d'ailleurs d'habitude. Et tu recommences l'expérience une deuxième fois, donc sur une journée cette fois avec 4 films, qui se fera donc la semaine prochaine, le 17 février, à partir de 10h, si je ne dis pas de bêtises, 11h, 10h, je ne sais plus. Voilà, c'est ça, 11h 11h, exactement. 11h. D'accord. Donc 11h, avec un super programme, puisqu'en fait, on aura l'occasion d'avoir La vie de château de Jean-Philippe Rapneau. Jean-Paul. Euh, Jean-Paul Jean-Paul Rapneau. Rapneau. Pourquoi je confonds les deux? C'est terrible, c'est incroyable. On aura aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises, non, ça c'est en dernière partie, le film de Brian De Palma, donc Snake Eyes. Ce sera le dernier film. Et entre les deux, on a un film de Bruno Podaides, dont j'ai plus le nom. Je suis désolé, j'ai perdu la Mais je liste. t'en prie, c'est Dieu seul me voit. Dieu seul me voit, voilà, qui fait partie de l'espèce de saga qu'il a fait autour de bancs publics. Donc qui est une sorte de radiographie de Paris, et qui sera en présence de Bruno Podaides qui chante ton Ouais. générique. Et ça, je trouve Oui. ça fou que tu réussi à l'avoir. Ça, c'est génial. Et l'autre film que j'ai oublié, c'était. Tu sais, c'est euh, le petit grand avec sa pipe et qui. Ah oui, voilà, Les vacances de Monsieur Hulot. Voilà. Donc pareil, donc Je viens de dire aussi le petit grand. J'ai dit le petit grand. le petit blanc, mais c'est vrai parce que Hulot, enfin, le personnage d'Hulot fait 2 mètres, Ouais, mais quasiment j'ai 2 dit mètres. le petit grand, ce qui veut rien dire finalement. Je veux rien C'est dire. Mais un non, truc. mais c'est pas mal parce que c'est marrant que tu commences ça, mais et voilà une question à creuser lorsque tu feras le festival. Le petit grand, parce que c'est un homme grand qui est un petit garçon en vérité. Jacques Oui. Tati est un petit garçon. Et donc voilà, c'est un super beau programme. Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est un programme assez éclectique et en plus plutôt grand public en fait, hein, dans la manière que tu as proposé. C'était ce qu'on avait évoqué quand tu avais fait la première édition, c'est que tu voulais aller plus vers des films plus connus, plus grand public. Et je trouve que c'est aussi une très bonne chose parce que ça va permettre d'ouvrir le dialogue, puisqu'en fait, si je reçois Samir aujourd'hui, c'est pour parler évidemment du festival, mais aussi de ce que permet de symboliser ce festival, qui est le dialogue cinématographique, le dialogue autour du cinéma. Et donc, aujourd'hui, je reçois pour lui poser des questions qui permettent aussi de faire le point sur ta chaîne, puisque ça fait bientôt 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, que t'es là. Eh bien, ça fait 3 ans, depuis Ça fait le 3 ans. 27 janvier dernier. Ça doit faire C'est maintenant trois déjà, ans. c'est La chaîne. incroyable. Oui, tu peux dire que. Enfin, oui, donc quand je dis ça, oui, quand je te dis tu peux dire que c'est incroyable, c'est que c'est incroyable parce que c'est encore là. Parce que moi aussi, je suis encore là et jamais j'aurais pensé que cette chaîne serait devenue ce qu'elle est devenue au moment où je te Mm, parle. Mm. mm. Et en plus, si je puis me permettre, enfin, c'est ce que j'en pense. Et puis en plus, bon, je suis souvent venu sur ta chaîne. Le projet en tant que tel est assez beau, et on va en parler de toute façon, puisque c'est un peu les thématiques qu'on va aborder. Mais donc, tu reçois tout le monde, donc tu fais pas de différence
en fait. Non. Mm. Et surtout, tu as réussi à rester dans une constante tout en évoluant, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une thématique différente. Et il y a des thématiques récurrentes aussi de cinéma, puisque souvent tu fais des rendez-vous constants, notamment autour de Zack Snyder, par exemple. Et si je commence par ce type de rendez-vous, c'est parce que en fait, tu questionnes tout, parce que Zack Snyder, quoi qu'on en pense, c'est important d'en parler. Et c'est ça que je trouve assez beau. Et ça permet d'embrayer sur ma première question. Est-ce que Microciné, finalement, c'est pour toi une incarnation contemporaine du dialogue autour du cinéma, ou en tout cas une alternative qui peut permettre aux nouvelles générations de s'approcher des médias plus traditionnels qui questionnent le cinéma? Alors d'abord, déjà, merci beaucoup Artopolis ou Nicolas alias Artopolis pour ton pour, parce qu'on renoue le dialogue et c'est toujours Oui. voilà, ça me fait plaisir. Merci pour ton soutien à cette seconde édition. Et pour répondre à cette première question, en fait, oui, et normalement oui, parce que si je commence par la fin, c'est effectivement devenu un média alternatif, pardon, comme tant d'autres, Mm. et, et il serait dérisoire de ne pas en profiter. Mais mais je n'ai pas les codes. J'ai pas les codes de ce média finalement. Au bout de 3 ans, je sais que je ne les ai pas. Je n'ai pas le mon langage, en tout cas celui que j'utilise pour essayer de comprendre le cinéma, et je vois que c'est pas le plus approprié pour ce média. Mm. Je prends une configuration qui est plutôt celle de la radio et j'essaye de l'incruster même pas que je l'essaye, je l'incruste de force dans ce média qui est YouTube. Mm. Non, c'est vrai que je suis youtubeur au sens où depuis 3 ans, j'exerce une activité sur YouTube, mais je n'ai pas cette sensation d'utiliser ce qui se fait majoritairement sur YouTube au niveau de la forme, au niveau du langage. Mm. Enfin, le langage de cette forme. Après, c'est peut-être ça aussi le challenge. C'est de réussir à faire accepter ce que je suis, ce qui m'a construit, qui m'a formé, et de l'intégrer au sein de ce média auquel j'y crois, finalement. Et de dire, voilà ce que je suis, voilà comment je vois les choses, et voilà ce que je vais vous proposer. Vous êtes libre de décliner ou de m'accompagner pour pour un bout de chemin. Et je me suis aperçu qu'effectivement, progressivement, les gens qui étaient un peu réfractaires, certaines personnes étaient réfractaires par rapport à ça. Alors je le sais parce que ça s'est traduit via des commentaires, mais j'ai vu progressivement que il y a un moment, on s'y habitue à ça, et donc Mm. on décide ou non d'y aller. Et par exemple, je sais que moi, je n'ai jamais changé en 3 ans. J'ai toujours adopté la même configuration. Mais c'est vrai que lorsque j'adopte la dite configuration pour parler de Snyder, bon, il y a un peu plus d'intérêt de la part des personnes. Et quand j'utilise la dite configuration pour parler de Jacques Doyon, là pour le coup, pour parler avec Jacques Doyon, euh, il y a moins de personnes. Mais je sais que ces personnes qui seront là, parce que déjà, elles auront envie parce qu'elles connaissent Jacques Doyon, surtout. Il y en a aussi parce que ça étudie le cinéma à l'école. Et puis tu en as d'autres, minoritaires, qui, eux, sont curieux et qui sont peut-être même réfractaires à ce que je propose sur cette chaîne depuis le début, mais qui ont fini par l'accepter, se dire, voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? Bon. Mm. Et je le dis parce que c'est factuel, finalement. C'est que je lisais ici et là beaucoup de personnes me dire on ne connaissait pas, on n'a pas l'habitude, mais bon, on y va. Quand je regarde les statistiques, désolé de parler ainsi, je m'aperçois que les vidéos ne sont. Enfin, généralement, les vidéos sont vues 10-15 minutes la première fois et ensuite, ça prend le temps. Et ben moi, c'est ça qui m'intéresse en fait.
Je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi je refuserais aux uns ce que je fais moi, c'est-à-dire prendre le temps, mais eux-mêmes ont le droit de prendre le temps, ce qui veut dire qu'ils peuvent regarder une vidéo sur un jour, 2 jours, 3 mois, ils font ce qu'ils veulent, peu importe, c'est une bibliothèque, tu fais ce que tu veux avec la bibliothèque. Bien sûr. Donc, il y a de cela, oui. Ensuite, enfin, comment dire, moi, je n'arrive pas à concevoir autrement cette manière de parler de cinéma. Moi, j'ai toujours voulu, en tout cas, instaurer le dialogue. Et le dialogue se fait avec au moins à deux. Et au moins. Et je voulais garder et conserver ce qui a été mon métier pendant plus de 18 ans et de faire en sorte que ça soit la conclusion micro-ciné de tout ce que j'ai pu faire. C'est la finalité. Donc c'est pour ça que aller chercher des livres ou des films, des DVD ou même d'autres ou autre chose, et même aussi des youtubeurs parce que ce sont des personnes qui travaillent dans un média, enfin nous partageons ce média-là. Pour moi, c'est normal, c'est une base qui est totalement simple et normale. Et donc, il est important, de par cette chaîne, me concernant, tout simplement, de questionner ce qui se passe dans l'actualité. Et je m'aperçois que dans l'actualité, on peut parler de tout. Quand on regarde les publications littéraires sur le cinéma, tu t'aperçois que dans le même mois, voire dans la même semaine, on peut parler de Zack Snyder, comme on peut sortir un bouquin sur Goldorak. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose sur laquelle on peut travailler et il y a d'innombrables personnes qui sont là, qui existent depuis soit peu de temps ou alors un certain temps et qui ont des choses à dire, des choses intéressantes, ou même si elles ne sont pas si intéressantes que ça stimule quand même l'intellect. Et moi, Microciné, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'essaye de publier davantage de choses, parce que j'ai tellement peur de passer à côté. Et il y a tellement de propositions qui se font. Je ne me suis pas encore vraiment intéressé, par exemple, aux éditions DVD. Si je commence à m'y intéresser, c'est-à-dire contacter les éditeurs et recevoir les DVD tests et leur demander pour chaque DVD une demande d'entretien avec celle ou celui qui se trouve dans les bonus, et là c'est parti, quoi. On est dans une industrie. Et il y aurait beaucoup d'émissions sur ma chaîne où on présenterait les DVD, mais pas présenter le DVD dans sa partie technique. D'autres savent mieux le faire que moi. Non, pas du tout. C'est continuer à dialoguer. C'est une occasion, je profite de l'occasion pour parfois parler d'un film que je n'ai pas pu parler à sa sortie, ou alors de discuter avec l'auteur du film. Ça m'est arrivé quelques fois, et puis voilà. Donc voilà en gros ce que j'essaie de faire avec cette chaîne, et en tout cas c'est ce que j'utilise pour les 2 éditions du festival, dont la deuxième qui va se tenir d'ici quelques mois. Oui, parce que finalement, en fait, après, c'est marrant quand tu dis que, en fait, t'as pas adopté en tout cas, que la plateforme YouTube, tu la maîtrises pas, parce que en disant que tu fais de la radio, mais c'est marrant parce qu'en fait, moi, je crois que personne ne maîtrise vraiment la plateforme, dans le sens où la plupart des personnes qui sont sur YouTube ont en fait repris des codes, soit télévisuels, soit radiophoniques, ou soit d'autres choses qui existent, comme le feuilleton ou des choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que de toute façon, cette plateforme-là pose un problème de base, qui est que c'est une plateforme qui ne s'apprivoise pas, et que c'est elle qui nous apprivoise, parce qu'en fait, bon, déjà, on sait bien que sur cette plateforme, il n'y a pas de règles, en tout cas, il n'y a pas de règles artistiques, esthétiques ou de mise en forme, donc il n'y a pas d'habitude, même si parfois c'est vrai, et là on va un petit peu sortir de notre sujet, mais on parle parfois de culture YouTube, parce que si on se renseigne un petit peu sur ce qui se fait sur YouTube, il y a effectivement des habitudes, même presque des aspects stylistiques de montage qui reviennent dans certaines vidéos, dans une certaine manière de faire, mais qui à chaque fois quand même empruntent à quelque chose qui existe déjà, qui vient des médias traditionnels, hein, dans tous les cas.
Moi, je pense que c'est le cas. Et c'est pas. D'ailleurs, je pense que ça pose la question de la véritable existence de YouTube en tant que plateforme. Moi, je pense que c'est une plateforme qui a des champs multiples, en tout cas, de représentation de tel sujet, de telle approche, parce qu'il n'y a pas de règles. S'il y avait vraiment des règles, les seules règles qu'on a, c'est les fameuses règles qui nous embêtent tous quand on est sur YouTube, c'est les droits d'auteur, les sujets abordés, etc. Bon, ça, c'est un peu inquiétant parce que ça casse un peu la dynamique de liberté d'expression que pouvait permettre YouTube. Euh, donc, ouais, mais c'est marrant que tu aies dit ça parce que, après, moi, je pense que, en fait, en ayant emprunté cette manière de faire radiophonique, tu n'as fait finalement ce que font habituellement les gens sur YouTube, en fait. Donc, si tu as peut-être pris quand même les codes d'une certaine façon, mais des codes qui ne sont pas déterminés, mais des codes habituels qui viennent d'une mode, d'une approche. Oui, c'est vrai peut-être avec le recul, tu dis vrai, mais c'est vrai que je pensais plutôt, tu sais, moi je pensais par exemple aux anciens, enfin je l'appelle les anciens parce qu'ils sont là Oui, depuis un certain temps. Et tu vois, par exemple, comme le Fossoyeur, oui, lui, il travaille beaucoup sur une idée de montage. Et, euh, et donc il y a ça, puis il y a Durandal qui est sur la face cam. oui, Euh, il y a Sin5, qui est quand même là depuis très longtemps, hein, faut pas l'oublier, qui est pour moi l'un des plus importants sur YouTube en tout cas, au niveau de la pensée. Il y a, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il prend un plan du film et puis il le dézoome progressivement et puis il a un texte où il a des notes et il dit ce qu'il a à dire sur le film. Quoi d'autre? Et puis il y a les face cam un peu sauvages, comme ceux de Jules Melon quand il est dans sa voiture. Voilà, parce que c'est pris sur le vif. Et il y a aussi les dialogues, chant contre chant dans la même image. Tu l'as fait, Nico. D'autres confrères à nous l'ont fait. Il y a aussi la méthode PAM. C'est-à-dire que oui, c'est du face cam et en même temps, on a l'impression qu'il est en train de donner un cours. Ouais, il y a un oui, truc très particulier dans sa manière d'être et sa gestuelle, son rapport à la caméra. Voilà, il y a oui, plein de moyens, de manières aussi. Euh, il y a aussi ce côté de tutoiement, c'est ça. comme Dirty Tommy, qui nous tutoie, et qui a un côté très éditorialiste, chose que je lui avais dite quand je l'avais interviewé. Donc, c'est pas un truc que je le mets sous la ceinture. Non, non. Non. Et c'est pas un reproche me concernant. C'est un travail d'être éditorialiste. Après, bon, on est souvent en désaccord dans sa vision du cinéma. C'est tout. Ça n'est que ça. Mais là où voilà, et donc il y a plusieurs. Mais en fait, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça pense? C'est ça. Et là, par contre, là, on peut reculer. Là, on peut reculer parce que non, ça ne pense pas majoritairement sur YouTube. Et Et tu as je suis. anticipé la deuxième question, ouais. Bah, Ouais. écoute, alors je te laisse la poser si tu veux, Ouais, mais ouais, est-ce que tu penses que le dialogue, en tout cas autour du cinéma, existe véritablement sur YouTube et le net? C'est alors le dialogue avec le cinéma ou autour du cinéma? autour du cinéma. Ou Autour avec du le cinéma. cinéma. Tu sais, c'est pas mal avec le cinéma aussi. Enfin, les deux. Les deux autour et avec. Peut-être qu'autour. Ouais. Moi, je pense qu'il y a Vas-y. plus un dialogue. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de dialogue autour et non pas avec. Autour, alors, c'est un mauvais jeu, c'est un jeu de mots, enfin, c'est pourri, mais quand on veut dire avec, je pense que ça voudrait dire plutôt de toujours prendre en considération le fait que le film soit là et que, parce que s'il n'y a pas ça, on n'est pas là. Autour, oui, il y a beaucoup plus de choses qui se font autour du film. Ça, c'est évident. Il n'y a que ça d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, il n'y a pas que ça, mais majoritairement, il y a ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, au bout de quelques minutes, je m'en lasse parce que ça, je peux le trouver ailleurs. Mais la personnalité de ce youtubeur, je ne peux pas la trouver ailleurs. Je ne peux la trouver que chez lui. Mais il faut il faut qu'il fasse quelque chose pour que je la sente, cette personnalité. Que j'ai cette sensation que le film, qu'il a besoin du film, mais qu'il a vraiment besoin du film. C'est important qu'il fasse son taf. C'est-à-dire que le film l'a fait son taf. Hein. Le film s'est laissé défiler devant lui. Maintenant, c'est à nous de faire le taf. Je vois pas ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin de cinéma finalement à qui il parle? À qui il s'adresse? En fait, il s'adresse à très peu à personne. Parce que s'il s'adressait vraiment à quelqu'un,
il prendrait des exemples du film, il Mm. resterait sur le film, et on sentirait que le dialogue là commence à se faire. Mais comme dans sa manière d'être, de parler, soit c'est une forme de mécanique très automatique sur qu'est-ce qui fait que le film ne lui a pas plu ou l'a plu, mais quand on l'écoute, on s'aperçoit qu'il aurait pu parler de n'importe quel film, mais il ne parle pas Mm. du film en question. Mm. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne parce que je ne recherche qu'une seule chose, c'est le dialogue, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. On critique souvent François Bégodeau, mais je suis désolé, le gars, il a des idées. Alors Bien après, sûr. à vous de critiquer ses idées, il n'y a aucun souci. Bah, critiquer, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, de les contredire, il n'y a aucun souci. Mais lui, il reste dans le film, comme Emmanuel Burdeau aussi, qui reste dans le film avec son cinéma spéculation, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Euh, c'est tout. Moi. Et tu sais, je vais te dire une chose. Hein. En 2 minutes, tu vois tout de suite ce qui se passe. Tu sais tout de suite que tu ne feras pas un bout de chemin avec la personne. Tu dis non. J'ai pas besoin. Il n'a pas besoin. En tout cas, il n'a pas besoin de moi. Ça, il n'a pas besoin de moi. Mais tu sais, ça se retrouve aussi dans la presse écrite. Hein. Enfin, ce que je raconte là Évidemment. n'est pas une exclusivité youtubesque. Et je sais que personnellement, lorsque j'écrivais, il m'est arrivé très souvent aussi de tomber dans ça parce qu'on a envie de briller par le style, tu vois. Et on oublie que le film, en fait, il est là, il t'attend, il te regarde faire, et à un moment, bon, bah, il s'en va. Et toi, tu es là dans ton truc, et on est tous passés par là. Et, mais dans l'oralité, moi, je suis plus à l'aise. Je sais que c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, prendre appui sur des images. Je me dis qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux quand je vais encore reprendre un exemple pégodien, mais lorsqu'on fait des émissions, lui et moi, des images. On part sur des images. Voilà, il y a ça, tac, 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 et on y va. Et encore, beaucoup plus différent que ça. C'est-à-dire que quand on veut questionner l'œuvre d'un cinéaste, il choisit 4, 5 films du cinéaste, et moi, je choisis 5 images de ces 5 films. Donc, il y a déjà un dialogue en amont, tu vois, et ensuite, on y va. Ou alors je prends appui maintenant c'est très récent, mais je le fais maintenant de plus en plus. Je prends appui sur des archives audio de France Culture ou de France Inter, et on peut discuter aussi de ça. Qu'est-ce que ça disait fut un temps? Comment le cinéaste pensait ça fut un temps? C'est passionnant, donc on peut y aller quoi. Et pour moi, me concernant, c'est la seule solution que j'ai, c'est la seule méthode que j'ai pu trouver pour rester tant bien que mal avec le film. Il y a des moments où on s'égare un petit peu, hein, mais il faut qu'on soit rattrapé par le film, c'est important. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Et tu peux entendre bon nombre de personnes sur YouTube qui parfois ont le verbe facile et aisé, mais ils s'éloignent très souvent du cinéma, c'est-à-dire du film. Hein. Mm. Et bon, Ouais. qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors souvent, on te dit, oui, mais non, nous, on est là un peu pour s'éclater. Eh bien, c'est très bien, éclatez-vous, il n'y a aucun problème. Mais vous ne rendez absolument pas justice et vous ne respectez absolument pas le film que vous aimez. Mm. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, je suis bien d'accord. En plus, cette sensation, elle se renforce me concernant après, parce qu'actuellement, je suis en train de lire l'image mouvement de Deleuze, Oui. et ouais, ben, je crois que, en fait, ce fameux livre aussi compliqué, qui est effectivement très compliqué, mais que pourtant part de choses extrêmement simples, qui est tout de même la question, c'est qu'on part toujours du cadre de l'image, de ce qu'il y a dans l'image. Et déjà, là, dès qu'on pose cet aspect-là, ce qui est Mhm. assez préoccupant, en fait, c'est qu'on fait peur parce que les gens n'arrivent pas forcément à déterminer ce qu'est une image en tant que telle. Il y a même une confusion par rapport à ça dans le cadre de l'approche, parce qu'on ne sait pas si on situe l'image du côté technique, purement technique, esthétique, ou en tout cas, on sépare toujours les choses. On a toujours cette, on a cette volonté de dispatcher tous les éléments qui font une image. Alors que Deleuze, ce qui est intéressant dans son livre, c'est que, en fait, on ne dissocie rien, parce que tout fait partie de l'image. En fait, tout ce qui est dans le cadre
fait partie de l'image. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans le bouquin, c'est qu'il fait un truc que je n'ai jamais vu sur YouTube. Enfin, si, je l'ai vu, mais qui n'est pas très souvent présent. C'est-à-dire qu'il va prendre chaque élément d'une image qui permet de créer en fait la sensation de cinéma, c'est-à-dire la sensation qu'on est face à une œuvre qui nous implique, ou qui nous implique pas d'ailleurs, c'est pareil, mais en tout cas qui provoque quelque chose chez l'être humain, mais comme une œuvre d'art, hein, ce que devrait faire n'importe quelle personne qui aborde une œuvre d'art. Mais c'est peut-être aussi quelque chose je vais pas dire qu'il n'est pas donné à tout le monde parce que c'est bête, parce que c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a des gens tout simplement qui ça n'intéresse pas en fait. Et, et comme tu disais, effectivement, les gens qui ne rendent pas forcément justice au cinéma, qui disent qu'ils aiment beaucoup le cinéma, ont souvent tendance à en fait montrer une forme de désintérêt envers le cinéma, dans le sens où en fait ils vont tourner autour du pot. C'est comme un truc sur YouTube qui moi m'a toujours un peu rendu fou, c'est l'intérêt que l'on porte pour les bandes annonces. Oui, mais alors attends, figure-toi que, alors ça va te faire rire, mais figure-toi que j'ai, via une amie, découvert que dans le nouveau numéro des Cahiers du cinéma, notre ami Yal Sadat a écrit un texte sur la bande-annonce du dernier film de George Miller. Incroyable. Et d'ailleurs, dans le chapeau, il dit, parce que nous n'avons pas beaucoup d'infos, nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Nous allons parler de la bande-annonce. D'accord. Alors, j'ai pas encore lu le texte. J'ai pas encore lu le texte. J'ai été surpris. Et Dieu sait que j'aime beaucoup ce que fait Yal Sadat. Oui. Je l'ai reçu 3 fois sur la chaîne et c'est un critique intéressant. Mais je trouvais ça. Donc, je suis à 2 doigts de mettre sur Twitter que je ne critiquerai plus jamais. Parce que tu sais, moi, j'ai pas d'identité. Hein. Si les cahiers l'ont fait, alors faut le faire. Hein. Non, sérieusement, mais c'est marrant. Hein. C'est marrant. Après, moi, je suis contre. Hein. Moi, je suis contre. Enfin, je suis contre. C'est pas que je suis contre. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Pour moi, on est dans la quintessence de la réflexion, de la médiocrité de la réflexion. Je ne vois aucun intérêt, surtout quand je vois des émissions qui font 2-3 heures là-dessus. On est vraiment là, pour le coup, dans une envie de se retrouver entre potes, de boire des coups. Et là, on voit vraiment ça, quoi. On ne voit pas autre chose. Alors que quand on essaye de parler d'un film, on peut se retrouver aussi entre copains, mais il faut quand même dire des choses. C'est important. Il y a des gens qui nous regardent. Donc, on a une certaine responsabilité, quand même. Et donc, non, moi, la bande-annonce, la première fois que je me suis retrouvé dans cette situation-là, je leur disais, je ne vois pas ce que je pourrais dire sur ça. Ça ne donne même pas le rythme du film. Enfin, la durée de la durée, enfin, le travail sur le temps dans la bande-annonce sera différent du film. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? Et puis, je suis pas autant dépressif que ça pour me retrouver face à une bande-annonce. Je veux dire, c'est un moment, il faut choisir. Je veux dire, il y a un moment, il faut prendre des décisions, quitte à paraître élitiste ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Alors, je suis élitiste. J'en ai rien à faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Franchement, il y a des moments, il faut dire non. Voilà. Non. Je ne vais pas réfléchir avec ça, quoi. C'est comme si c'était un tweet. Bon, non, c'est un tweet. Tu vas réfléchir sur un tweet? Non, mais ça ne va pas. Je veux dire, il y a un moment. Non, il faut prendre des. Il faut se positionner. Il y a un moment. C'est comme ça. Enfin, je trouve ça même. Perte de temps Enfin, c'est tellement. Alors, c'est pour ça que moi, quand je vais arrêter Microciné définitivement, je ferai une reaction trailer rien que pour me marrer. Et il faut que je trouve le film qui s'y prête. Non, mais alors, évidemment, pour utiliser un vocabulaire scientifique, on est d'accord que le fait de questionner une bande-annonce par rapport à un film, c'est non miscible, en fait. Parce que c'est totalement en contradiction avec l'objet film final. Donc, forcément, enfin, de toute façon, il faut le rappeler, c'est une publicité à la base, c'est monté par des organismes indépendants, donc ils ne voient pas le film. On en voit, en fait, je sais parce que j'ai assisté à la création d'une bande-annonce, j'ai eu l'occasion d'assister à ça, et dans un cadre plus restreint et moins commercial, mais quand même,
En fait, ce qu'on fait avec une bande-annonce, c'est qu'on nous envoie, on reçoit des plans qui sortent avec sans contexte, et voilà, on essaye de faire. Enfin, il y a un contexte qu'on nous résume, mais souvent une bande-annonce est créée en plus lorsque le film n'est pas forcément terminé. Mais j'ai envie de me faire l'avocat du diable par rapport à quelque chose que j'ai moi-même vécu enfant, c'est que j'ai grandi avec l'émission Culture Pub. Et si, vu que quand même, alors peut-être maintenant qu'il faut sortir la bande-annonce du cadre cinématographique et le prendre comme objet pub et l'aborder comme une pub. C'est-à-dire avec des éléments de montage esthétiques d'une publicité. C'est-à-dire comme ce que pouvait faire Culture Pub, qui était une émission qui questionnait la publicité, les aspects. Parce qu'il y a plusieurs types de bandes annonces, et c'est là où c'est intéressant. Il y a des bandes annonces qui montrent des images du film, il y a des bandes annonces qui montrent autre chose que les images du film. Par exemple, les bandes annonces du Pieux, où parfois on est dans des petits Hitchcock faisait ça aussi. Hein. Mais peut-être que c'est comme ça que va l'approcher les cahiers du cinéma, ça reste à voir, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'aurais jamais cru que ça serait fait par les cahiers du cinéma, donc c'est historique, en quelque sorte. Mais peut-être que ce qui manque, parce que c'est vrai quand même, lorsque les vidéos, et pour le coup, on a déjà participé à des émissions où ça parlait de bande-annonce, tu vois à quoi je fais référence, mais le problème qu'il y avait en plus, c'est qu'il n'y avait pas de. Il ne prenait pas l'objet bande-annonce en tant que tel. Il prenait l'objet bande-annonce par rapport au film. Et c'est là où c'est non miscible, parce que ça ne peut pas, ça ne peut pas se mélanger. Donc peut-être que si on devait approcher une bande-annonce, il faudrait l'approcher dans son contexte de bande-annonce, c'est-à-dire une bande-annonce qui a été créée par un organisme indépendant avec des archétypes de montage que l'on retrouve dans. Par exemple, il y a un truc tout bête, hein, mais dans les. Et ça sera intéressant un jour de creuser le sujet. Mais les bandes annonces américaines ont toutes les mêmes habitudes de montage, les mêmes types de musique créées pour les bandes annonces, les mêmes images, les mêmes types d'accélération, les mêmes trucs. Pour l'action, par exemple, on va utiliser des grosses percussions un peu modernes, un peu électroniques, avec des espèces de trucs un peu cardiaques et des images qui ne seront pas forcément dans le film. Et d'ailleurs, c'est comme. Remarque, une bonne annonce, ça peut jouer soit contre le film, soit pour le film, dans la manière que ça a de vendre le film. Mais évidemment, et puis ça rappelle aussi que le cinéma est une industrie. Et c'est là où on en revient à ce vaste débat de le cinéma est-il un art, etc. Bon, mais on va pas aller là-dedans. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que effectivement, ça serait peut-être intéressant d'aborder le sujet de la bande-annonce, mais sous l'angle de la bande-annonce et pas sous l'angle du cinéma. Ouais, dire qu'il faudrait ou alors il faudrait qu'il y ait une forme, quoi, une forme qui la dissocie de ce que l'on a l'habitude de voir, qui soit plus. Là, on n'est plus dans une forme de masse. Il faudrait que la bande-annonce soit une espèce d'individu, qu'elle s'individualise et qu'on y voit quelque chose qui ressemble à une forme. Donc, donc ça dit un sens. Mais la bande-annonce est tellement uniformisée aujourd'hui qu'en fait, lorsqu'on en parle, c'est beaucoup plus une frustration qui parle pendant 2 heures. Tu vois, mais si on, mais la dernière véritable bande-annonce que j'ai trouvé passionnante dans sa forme, il devrait y en avoir certainement. Il faudrait que je le trouve, mais vraiment. Attends, moi j'ai un exemple, j'ai piégé là. Le dernier Godard. Ah oui. Ah oui, mais bon. Oui, c'est une bonne annonce. C'est un teaser. Enfin, il est long quand même le teaser, mais mais oui, effectivement. Bah voilà. Bon bah après là pour le coup, je veux pas être je vais pas vraiment être très bon dans l'argumentation, mais je vais juste dire c'est du Godard, c'est Godard. Oui. C'est quelqu'un qui déconstruit tout constamment. Que cela soit une commande ou voilà. Moi, si tu me proposes, mais c'est pas possible parce qu'il y a une industrialisation de ça. Il y a des. C'est vrai. Ça n'est pas. Donc c'est pour ça que je ne trouve pas de sens dans la manière de vouloir dialoguer sur une bonne annonce, vu que cette bonne annonce finalement, enfin, ce dialogue est un peu malsain parce que ce dialogue traduit juste une frustration, c'est tout. Et maintenant, les studios savent que ça fonctionne. Donc, surtout pour les films de super-héros, ils t'émiettent comme ça des teasers juste pour savoir si les 3 Spider-Man seront réunis. Et toi, tu regardes et tu vois un truc, tu dis « Ah, mais c'est peut-être ça qui fait que… » C'est vrai. Donc,
ça n'est pas un dialogue entre les studios et très souvent les influenceurs, les youtubeurs, parce que tout le monde maintenant parle de. Mais non, moi je n'ai pas, ça ne me stimule pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir dialogué sur quelque chose, j'ai pas l'impression d'avoir essayé, d'avoir eu l'autosuffisance de croire qu'on va réunissons-nous ensemble, essayons de construire une pensée au moins par rapport à ça. Je n'ai pas l'impression. Et je ne veux absolument pas. Alors, je peux paraître suffisant, hein, je m'en fous, c'est pas un problème. Je prends position. Je veux absolument avoir j'ai pas l'impression qu'on avance. C'est un exercice vain, périmé. C'est un exercice qui est mort-né, en fait. C'est tout. Il est mort-né, cet exercice. J'ai pas cette sensation-là. Moi, j'ai beaucoup plus envie. Moi, je suis prêt à utiliser 1 heure ou 2 heures de ma vie et de voir un gars face à la caméra et qui va raconter des choses qui peuvent être impatientes, ou voir 4-5 personnes qui vont discuter de je ne sais quel film ou de je ne sais quel plan. C'est ça qui m'intéresse. Je les écoute et on verra ce qu'on va faire entre eux, avec eux ou pas, je sais pas. Mais s'habituer à ça, c'est conditionner le ça et on finit par se retrouver complètement perplexe devant des œuvres qui vont être peut-être un peu perturbantes pour le coup. Regarde La Zone d'intérêt, t'en as plein qui te disent il y en a même qui vont jusqu'à ne pas accepter la proposition de Glazer. Bon, ils ont le droit de la contredire, mais ils n'acceptent même pas l'existence de cette proposition. Tu vois où on va venir. Et c'est quand on dit lire un film, c'est important. Je pense qu'il y a des trucs à reprendre, je pense. Et c'est pour ça que quand on se retrouve avec certaines personnes qui ont une manière de kidnapper le film, de s'engouffrer dans le film, et ben, beaucoup sont perturbés par ça parce qu'ils ont tellement l'habitude d'entendre des sons de cloche complètement différents qui sont vains et qui disent pas grand-chose et qui finissent par être perturbés et dire écoutez, nous on a entendu telle personne, c'est un élitiste, il se prend la tête, il faut qu'il pète un coup. Non. C'est quelque chose qu'on entend tellement et qui est dommageable. Enfin, évidemment, après, je pense que de toute façon, les gens qui réfléchissent comme ça sont pas des gens qui sont très sensibles finalement à ce qu'ils regardent. Enfin, et c'est terrible. Là, encore une fois, tu parlais de suffisance, mais là, ce que je dis est profondément suffisant. Mais peut-être qu'il y a des gens tout simplement qui n'aiment pas le cinéma et qui aiment peut-être autre chose et qui sont peut-être. C'est la phrase de Godard qui disait il pense qu'il aime le cinéma, mais le cinéma ne l'aime pas. Bon, oui, c'est ça. Élitisme, mais ça veut dire quelque chose. Par exemple, regarde, tu vois, Bégodeau, par exemple, quand il est interviewé chez Game Focus, il dit un truc, c'est devenu un mème. Même c'est devenu. Oui. Alors, c'était très drôle parce que les gens s'en sont offusqués quelques mois après, alors que la vidéo existait depuis un certain temps. C'est vrai. Il dit oui, c'est pour te montrer qu'il ne voit rien. Non. Ça ne voit pas. Ça ne prend pas le temps d'aller jusqu'au bout. Il y a un gars qui a été jusqu'au bout. Il a dit non, mais c'est pas normal ce que dit Bégodeau. Il est en train de cracher sur les. Il se prend pour qui? C'est un prétentieux. Il se prend pour qui de dire que mon gars, il faudrait peut-être que tu aspires à voir autre chose. Mais il a raison. Il a raison. Où est le mal dans tout ça? Bien sûr. Je vois pas. Bien sûr qu'il essaye de voir autre chose. Et tu as le droit de refuser cette autre chose, de ne pas l'aimer. Ça, c'est même pas une question, ça, c'est rien, c'est autre chose. Mais déjà, oui, il a raison de dire ça. Je vois pas ce qu'il y a. Et se dire que ça provoque un tsunami, je me dis, ah ouais, ah d'accord, ok. Bon, bah c'est mort, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On peut passer à autre chose, parce que là, franchement, ça, c'est comme mais il y en a certains qui l'ont fait exprès. Mais c'est comme se retrouver devant la bande-annonce du dernier film de Bruno Dumont et de dire film de l'année. Bon, détendez-vous, les gars. J'en fais partie. Détends-toi, Nicolas. Mais tu l'as fait exprès. J'en suis sûr que tu l'as fait exprès. Mais évidemment que j'ai fait exprès. Tu fais chier. Il y a aussi quelque chose de sincère parce que pour ce cas-là, il y a l'impression que il y a quelque chose de. Après, il y a c'est dans une forme de résistance aussi, de dire il faut qu'on résiste.
Et c'est important, voilà. Donc, je peux comprendre aussi hein, l'idée. Oui. Je me permets de parler en ton nom, mais je pense que je me trompe. Mais il y a cette idée de résistance, de dire on est tellement, on est tellement envahi de choses un peu compliquées. Et il y a ça qui arrive. En plus, c'est Bruno Dumont, et j'ai cru comprendre que c'est un cinéaste qui. Il y a des fanzous hein, Dumont. Hein. Ça, maintenant, ça y est, je le vois. Ouais, Jamais j'aurais cru dire un singe dans une phrase. C'est quoi, je veux dire. Mais, euh, mais voilà, donc. Ou alors de voir une image, juste une image, et on ne sait même pas si. Enfin, de Megalopolis de Coppola, là, qui est sorti sur les réseaux. mais pareil, ça m'a fait la même impression. C'est quoi ce truc? C'est une image, c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez faire ça? Même pas une image, c'est quoi? C'est un truc. Waouh, il y a un moment. Est-ce que c'est peut-être aussi. Moi, je trouve ça rassurant dans un sens, parce que, en fait, rassurant dans l'idée que des films comme ça peuvent créer une forme de fascination, quoi, déjà avant qu'ils sortent, dans l'idée que ce qu'ils produisent dans l'imaginaire collectif, parce que pareil, Bruno Dumont, en plus c'est marrant que tu parles du film de Bruno Dumont et de Megalopolis, parce que c'est deux projets qui avaient été avortés, puisque l'Empire, ça date c'est un truc qu'il voulait faire. Il me semble d'ailleurs que ça devait être avant Hors Satan, et que ça devait être Hors Satan, en fait, ce truc-là. C'est pas Et vrai. que finalement, Hors Satan a changé. D'accord. Ouais, et c'est un projet qui date de plusieurs années. Hein. Vraiment, c'est un vieux truc. Enfin, un vieux truc, ça plus de 10 ans, hein, cette idée de faire un space opéra en français. Et moi, me concernant, c'est très, très simple. Ce qui a fait qu'il y a eu cette espèce d'engouement automatisé, c'est cette espèce de truc de sentir, en fait, qui s'est imprégné euh, de ce qu'on pourrait appeler de la science-fiction française, parce que ça m'a toujours un peu énervé, mais c'est que ce qu'on peut appeler la science-fiction française, voilà, a toujours dépendu d'un imaginaire américain. Et là, Ouais. quand tu vois les premières images du film de Dumont, moi, ce qui m'a vraiment plu et ce qui a fait qu'il y a eu cet engouement, c'est que ce soit dans l'esthétique des vaisseaux, dans le truc là, on a l'impression de voir quelque chose de purement français, qui relève de l'imaginaire français et qui fait une poésie, ça dégage une espèce de poésie euh, assez hallucinante. Il y a des plans, j'aurais pu penser à la fameuse séquence de Still Life où il y a l'immeuble qui s'envole. Et ça, c'est un truc. Ça crée une forme, effectivement, ça crée une forme d'envie, en tout cas. Alors, évidemment, après, je fonctionne comme tout le monde. Enfin, il y a des gens qui fonctionnent pas forcément comme ça. Mais lorsque je vois un film, je suis vierge, quoi, en fait, dans l'idée où Oui, je oui. suis prêt à prendre ce qu'il y a. J'ai toujours peur, moi, j'ai toujours peur. Hein, il y a une époque où c'était un peu ça, de me faire une idée du film avant de le voir, mais c'est jamais. À chaque fois que je vais dans la salle, j'ai pas ça. Excepté une fois où malheureusement c'était perdu d'avance avec un film que j'ai trouvé abominable, mais c'était Club Zéro. Je crois que je partais déjà perdant devant le film et que voilà, je m'étais dit non, c'est bon, Nicolas, c'est mort, tu vas détester le film. Et malheureusement, dès le premier plan, je sais que je l'ai détesté, mais parce que le film renvoyait tellement une aura mais après, ça c'est purement personnel parce que de toute façon, le cinéma est une expérience personnelle aussi. Comme l'art, mais de manière générale. Mais ça, c'est surtout parce qu'il y avait une espèce de colère par rapport à des images, des choses qui me déplaisaient. Et en plus, ce film a offert un truc encore plus abominable, voilà, dont je ne parlerai pas. Mais, et concernant, par exemple, Megalopolis, pareil, c'est aussi un projet qui date, qui est encore plus ancien que celui de Bruno Dumont. Et je ne sais pas, mais l'image telle que je l'ai vue là, ça a créé une forme de sidération face au fait que, bon, déjà, le plan est profondément quelconque, et ça, j'aime bien. Quand dans la promotion d'un film, tu mets juste des images quelconques, des choses sont pas, qui sont pas folles, quoi. Parce que souvent, il y a aussi ce truc-là. Quand on fait une promo de film, on essaye de créer une sorte de mettre, en tout cas en avant, ce qui va être formidable. Déjà, ce qui sera formidable aux yeux d'un certain public, donc les explosions, ou je sais pas, ou ce qu'on appelle le fameux, je sais plus le terme anglais, mais en tout cas ce qui fait
tout le climax, c'est le fameux climax d'un film, on le met toujours en avant en fait. Et c'est un peu triste parce qu'en fait, c'est ce qu'on est censé attendre. Bref, et on nous parle de spoil, etc. Alors moi, je suis désolé les gars, mais quand vous regardez une bande-annonce, c'est bon, c'est spoilé, c'est gâché. Alors arrêtez de nous parler de spoil. Mais c'est vrai que l'image de Megalopolis, ça a créé chez moi une sorte de sensation de truc. Déjà, le fait que ça, déjà que le fait que le film existe, Ouais, ça fait du bien, je suis d'accord avec toi. Ça fait un bien fou. Il y a quelque chose de plaisant. Voilà. Mais voilà, et par rapport à Dumont, ouais, effectivement, le film, après, évidemment, tu as raison, on vanne un peu lorsqu'on dit film de l'année, parce qu'on ne sait jamais quel sera le film de l'année, même lorsque l'année est terminée, qu'on a vu les films de l'année, parce qu'on n'a jamais tout vu de l'année, donc on peut être surpris. Moi, j'ai pas tout vu de l'année dernière, et j'ai un film que j'ai mis en avant. Après, voilà, c'est compliqué de faire le point sur une année. Donc voilà, mais effectivement, il y a des. Après, est-ce que ça relève pas aussi de la forme du réseau social que l'on utilise? Parce que Twitter impose aussi des. Enfin, impose. On peut essayer de contourner Twitter, mais il y a un moment où on est obligé d'entrer dans le jeu de Twitter, enfin de X d'ailleurs. De X. Moi, je l'utilise uniquement pour promouvoir, on va dire ça comme ça, les émissions que je publie sur la chaîne. Et de temps en temps, il m'est arrivé peut-être de faire un tweet et encore. Mais c'est comme ça que j'utilise les réseaux sociaux, même Facebook. Alors Facebook, c'est vrai que c'est considéré beaucoup plus comme un réseau social d'un certain âge, bon, on va dire pour aller plus vite, boomer. Et c'est vrai qu'on trouve des professionnels là-dedans, plein de choses. C'est assez intéressant. Mais c'est uniquement que pour ça que j'utilise les réseaux sociaux. C'est vraiment un but promotionnel. Après, non, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça, sauf que je pense qu'aujourd'hui, et ça m'embête de le dire parce que ça aurait été bien qu'il y ait une équité, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a comme ça de grosses chaînes YouTube, grosses au sens du nombre d'abonnés, et je pense que ces personnes-là pourraient, entre parenthèses, susciter un intérêt grandissant auprès de leurs abonnés pour je ne sais quel film dont la distribution serait confidentielle ou quelque chose comme ça. J'en suis même pratiquement sûr et j'ai un exemple. J'en ai un. C'est Antoine Goya. Antoine Goya, il peut parler de n'importe quel film. Je sais pertinemment que beaucoup de personnes parmi ses abonnés iront voir le film. Antoine Goya propose 2 jours au Club de l'Étoile où il projette des films vraiment très particuliers, d'accord? Bon, la salle est complète. La salle est complète pour chaque projection. Alors tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'ils viennent voir Antoine Goya. L'intéressé ne te contredira pas. Il te dira, oui, ils viennent me voir. Et c'est parce que je sais qu'ils viennent me voir que j'en profite aussi pour... Voilà, donc ça existait autrefois dans la presse écrite. Dans la presse écrite, il y avait, dans les années 70, Jean-Louis Bory, il écrit un papier au Nouvel Obs, si je ne me trompe pas, pardon. Et tu as des gars qui lisaient, des gars et des femmes qui lisaient ça et qui savaient que parce que Bory avait dit ça, on va y aller. On prenait d'ailleurs, on les mettait sur les devantures des salles de cinéma, les articles avec les signatures, tout ça. Ça existait. La critique, il y avait une possibilité. Bon, aujourd'hui, pas du tout. YouTube, oui, j'en suis persuadé. Je parlais de ça avec Pierre-Julien Marest, éditeur. Et je lui disais, je suis persuadé que si tu envoies n'importe lequel des livres que tu as ces influenceurs, je suis persuadé qu'il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose. Ah oui, ouais. Bien sûr. Mais bien sûr. L'exemple d'Antoine Goya est plutôt intéressant parce qu'effectivement, il a... moi, j'ai suivi. Au début, je ne l'aimais pas du tout. Et après, bon, j'ai changé, quoi. Enfin, je faisais partie de ces gens qui étaient assez réfractaires à sa manière de faire. Même s'il y a des choses qu'on peut critiquer. Et voilà. Mais effectivement, moi, le seul ennui que ça me pose maintenant, c'est que j'ai peur qu'en fait, les gens qui aiment ce qu'il a fait, qu'il a réussi à ramener, qui sont des gens justement qui étaient des gens
qui faisait partie d'un public qui a justement pas forcément une manière d'aborder le cinéma et qui n'allait pas plus loin. Et encore une fois, c'est pas du tout avec mépris que je dis ça, c'est juste qu'effectivement, il y a des gens, ils ont pas. Ils ont pas et moi le premier hein, parce que jeune c'était ça hein, j'ai eu j'ai fait partie de cette espèce de doxa mais moi ce qui me fait peur avec ce qu'il fait c'est que les gens qui le suivent son public a tendance à être à plutôt boire une doctrine que de chercher à être curieux et il y a certaines personnes qui font partie de son public qui me font un peu peur en fait dans le sens où, Mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, évidemment. Ouais, non, mais lui, je sais que il peut lui arriver d'être un peu, d'être très enfin, d'être dans l'attente d'un dialogue avec le public à ce moment-là. Pour les deux éditions auxquelles j'ai pu assister, j'ai vu qu'effectivement, c'est quelque chose qui lui. Voilà, il est très à l'attente. Il est en attente de ça et tant bien que mal. Et après, si on peut comme ça participer à une sorte de ce qu'on peut appeler l'éducation du regard, peut-être, je dis bien peut-être, pourquoi pas. On est un peu tous passés par là, je veux dire, sous des formes totalement différentes. C'est possible ça aussi, mais je veux dire, moi, d'où je viens, de l'endroit où j'ai évolué dans mon enfance, de ce que je pouvais. Moi, il n'y avait pas de bibliothèque chez moi. Bon, ça m'a pas empêché d'être un bouffeur de livres, parce que des rencontres, ou parce que parfois aussi des phrases qui ont été dites, des choses, enfin, je ne sais pas. Ça, j'y crois beaucoup. Bon, faut voir, mais moi, je suis super étonné quand je vois ça. Quand je vois un gars qui arrive et qui va présenter Goodbye Dragon Inn, le film de HPG, à Godard, et la salle est complète. Alors, c'est vrai que parfois, les questions-réponses, les questions ne fusent pas forcément de partout. Bien Il y en a sûr. de temps en temps, mais en tout cas, c'est pas la première fois. Je crois qu'il doit être à son quatrième ou cinquième édition, et il y a toujours du monde. Il a même fait une fois une nuit blanche. Il a fait Oui, une nuit, oui, oui, exact. une nuit, Ouais. et les gens étaient là. Game Focus me disait, ils étaient là, tout le monde était là, pour chaque projection. Une Ouais, nuit. c'est très fort. Hein. C'est Enfin, très je veux dire, fort. il faut vraiment faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc voilà, je me dis que si des gens comme lui, qui ont suffisamment d'abonnés et qui se permettent et qui ont la possibilité de se permettre ce genre d'événement, pourquoi pas un film comme Désordre, je crois qu'il a eu un petit succès et je pense que la critique y est pour quelque chose. Et je pense qu'il faudrait qu'on vérifie si, mais ça on peut pas ce serait compliqué de vérifier les chiffres, mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux ils sont pour quelque chose. Alors c'est pas un succès extraordinaire non plus, mais il y a un truc. Alors il y a eu effectivement Bégodeau qui en a parlé lors d'une émission enregistrée par Shiva Fouladi qui travaille pour le MAG du cinéma. Il y a eu projection de ce film, puis ensuite il y a eu un entretien avec elle, enfin, un dialogue entre elle et lui, et ça a beaucoup œuvré, mais c'est dans un parti très intime, ça il faut le dire. Mais maintenant, Désordre a été montré par Antoine Goya il y a 2-3 semaines, il y avait un monde dingue, le film était projeté au Club de l'Étoile, une belle copie, c'était très bien, il n'y a pas eu beaucoup de questions malheureusement, mais le film a été montré, on l'a montré ce film. Ouais, Ensuite, Bégodeau, je crois qu'il a montré son premier film dans son ciné-club, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je me dis que si on donne la possibilité, c'est-à-dire des espaces à des youtubeurs qui défendent une diversité du cinéma, mais ils défendent aussi un autre moyen d'en parler de ce cinéma, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. ça peut aider. Très intéressant. Parce que eux, ils peuvent en parler. Moi, la différence, c'est que je ne peux pas en parler. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour en parler. C'est mon truc. Voilà, chacun ses limites, comme dirait l'autre. Moi, je les connais, les limites. Ça veut pas dire pour autant que je ne peux pas parler d'un film. Si, je peux. Mais si on me propose, on me dit, qu'est-ce que tu décides?
Moi, j'aimerais bien parler avec l'auteur ou l'autrice, encore mieux même. C'est génial. Ou alors avec un spécialiste, ou alors trouver quelqu'un qui soit à contre-temps de tout ça, ça peut être passionnant. Je peux parler de tous les films, il n'y a aucun souci. Je peux faire 30, 50, 1 heure, c'est pas un problème. Si on me le demande, je le fais, je l'ai déjà fait, donc c'est pas le problème. Mais c'est vrai que par rapport à ma chaîne, c'est ça le plaisir, c'est de trouver des gens avec qui discuter sur tel ou tel film. J'arrête pas de le dire, mais moi, j'aimerais bien faire un festival, j'aimerais bien faire une édition micro-ciné où j'inviterais Jacques Rancière pour parler des Avengers. Ça peut être très sympa. Qu'est-ce que ça dit? Allez, on y va. Tu vois, c'est. À Rancière, parlant de Bellatar ou de Tariq Teguilla, c'est normal, c'est évident. Mais Oui, Rancière, c'est parler l'habitude. d'Avengers, je n'ai pas forcément eu l'habitude. Ou alors de faire un dialogue, David Bégodeau et Rancière. Je sais que ça dit des choses tous les deux. Et de parler ou d'inviter, bon, ça n'arrivera malheureusement jamais. Mais si je pouvais inviter Burdeau et Bégodeau, alors là, ce serait génialissime. Je veux dire, on a 2 critiques de cinéma qui ont été un moment important au sein même des cahiers. Oui. Et ça pourrait être passionnant parce que quand j'écoute spéculation et que j'écoute La Haine occasionnée, dans leur manière de questionner le cinéma, il y a dans leur forme, il y a des similitudes. Je me dis, ces deux-là, tu les mets dans un live, ce serait extraordinaire. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà pourquoi Microciné et voilà pourquoi aussi cette deuxième édition du festival, en gros. Bien sûr, oui, non, mais c'est un beau projet. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, puisque dans tout ce que tu as dit, puisqu'on a parlé de YouTube, de comment les YouTubeurs peuvent amener des gens pour parler de cinéma. Moi, ce que j'ai on en vient à la troisième question, c'est que moi, j'ai l'impression que tu as réussi à dépersonnaliser ta chaîne, en fait. Même si on te connaît bien, en fait, on sait qui tu es, Samir, on sait comment. Enfin, on parle de micro-ciné, on connaît ton générique, on connaît ton introduction, on s'en amuse. Mais on va dire que, en fait, contrairement aux autres youtubeurs, t'es pas un boutiquier. Ah oui, T'es pas quelqu'un qui a une image de marque. T'es pas quelqu'un qui vend une image de marque. T'as pas construit une mythologie. T'as quand même cette. Alors moi que je trouve très bien. En fait, je trouve ça très bien parce que moi, personnellement, en tant que spectateur, les gens qui se mettent en avant autant, ça m'emmerde en fait. C'est quelque chose qui m'ennuie parce que justement, ça crée pas forcément de dialogue. C'était la critique que j'avais faite à Antoine Goya. Mais avec tout le respect que je lui dois, évidemment, le but, c'est pas de. Mais c'est quelque chose je trouve, c'est une limite qu'il a un peu. Parce que comme tu disais, ils viennent le voir lui. Mais est-ce que le fait de le venir voir lui, ça n'enlève pas aussi les films d'une certaine manière? Ça ne les réduit pas un peu? Et je trouve que ce qui est fort avec ta chaîne, c'est que toi, tu ne réduis pas les films ou les sujets, puisque en fait, ils font partie de ta chaîne. C'est le sujet, les films. Moi, par exemple, je refuse de mettre ma tronche sur une des miniatures. Et lorsque je suis invité, c'est assez rare, mais quand je suis invité, c'est très très rare qu'on voit ma tronche. Alors, il y a Merej, quand il m'invite, il met ma tronche. Bon, je l'avais dit une fois, mais il le fait. Qu'est-ce que je ne peux pas lui refuser, Merej, il m'a tellement aidé. Mais sinon, très souvent, je veux pas qu'on voit ma tronche. Je veux qu'on voit mon logo parce que le cinéma parce que s'il n'y avait pas ça, je ne serais pas là. Donc et puis c'est ça le plus important, c'est pas moi. Donc moi je suis juste là pour tisser comme ça des connexions, mais voir ma tronche, ça m'intéresse absolument pas. Et puis je veux dire. Et ça dit aussi quelque chose quand tu vois ta tronche sur la miniature. Ça dit des choses aussi. C'est le rapport finalement que tu entretiens avec c'est comment dire Bah, tu peux le dire, la mise en scène. Hein. oui peut-être mais surtout ça dit une espèce de frustration quoi, une espèce d'ego comme ça euh, au-dessus du film. Et moi je sais pas, moi pourquoi pas, mais c'est pas trop mon truc et il doit n'y avoir que le film. On est là que pour le film, on n'est pas là pour voir nos gueules. Genre, les gueules on les verra et par exemple, tu vois, les miniatures de Durandal sont les miniatures les plus détestables et horribles que j'ai pu voir dans ma vie. C'est même pas du kitsch, parce que le kitsch, c'est quand même, c'est un geste artistique, mais
c'est un mouvement, mais je veux dire, et je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, ça? Hmm. Euh, il est où le film là-dedans? Il est où le film là-dedans? Bon, Ouais, bien sûr. voilà, donc après, tu vas me dire, tout le monde fait, enfin, faire ce qu'on veut, pourquoi pas, mais ça dit des trucs, tout ça. Après, je vais te dire une chose, c'est vraiment anodin, ça, c'est un détail. Voilà, c'est un détail. Il y a un film, tu es là et tu en parles. Comme tu le veux, comme tu l'entends, avec qui tu veux, de Évidemment. n'importe quelle manière, tu en parles. C'est ça le plus important. Moi, si cette chaîne existe, c'est parce que surtout parce que ce sont les invités qui l'ont fait exister, cette chaîne. Comme ce sont les invités qui créent le rythme de chaque dialogue que j'essaie d'avoir. C'est pas Hmm, moi. Moi, j'ai des questions, certes, mais c'est eux qui vont construire le rythme. hmm, Giacomo hmm. est venu 4 fois. Les 4 entretiens que nous avons fait ensemble sont tous différents. Oui, ils C'est sont différents formidable. parce que le sujet est différent, mais il y a un truc. Hmm, hmm. Voilà, c'est ça la solution. Enfin, la solution, c'est ça pour moi ma piste de réflexion en tout cas. Et d'écouter surtout quand la personne me parle, d'écouter, de rebondir. Parce qu'il va peut-être me dire des choses que je n'avais pas du tout prévues, qui va Hmm. remettre en question. Je vais te donner l'exemple. Alors là, c'est le meilleur exemple. Nicolas Boukrieff vient sur ma chaîne. Ouais. Génial. Il y a toute une partie où on va parler de sa filmo. Qu'est-ce qu'il me dit, Boukrieff, en direct? Il me dit, Ouais. ah, attention, moi je parle pas de mes films. Tu vois, Ah, j'ai une feuille, bon là c'est une feuille blanche, hein, mais j'ai une feuille avec plein de questions, plein d'annotations, tout ça. Je dis, putain, il est en train de me sucrer 1 heure. 1 heure. Parce que j'avais prévu 1 heure de ça. 1 heure. Qu'est-ce que je fais? Et comme Nicolas Boukrieff, c'est quelqu'un qui a le verbe généreux, donc il te dit, je ne parle pas de mes films, mais il reste pas comme ça. Il continue à dire des choses. Et là, je me dis, j'espère qu'il va me donner un mot. Il va me donner un mot. Il va me donner un mot. Et je pense qu'il est très intelligent. Et il m'a donné délibérément un mot. Donc je suis là. Et là, j'ai trouvé un mot. Je le note et je fais, bon, toi, je vais rebondir là-dessus. En espérant que ça fasse 1 heure. Il n'a pas parlé de ses films. Hein, parce qu'il a incroyable. quand même été journaliste critique de cinéma, Nicolas Boucret. Donc il sait comment ça se passe, tout ça. Et j'ai essayé de lui faire parler de ses films via d'autres films. Et lui, il a compris ce que je faisais. Et j'ai compris qu'il avait compris. C'est tout un... Voilà. Mais l'exemple, c'est Nicolas Boucrier. Il te dit, il ne m'avait pas dit ça par mail. Je ne savais pas du tout. Et puis en même temps, j'ai compris finalement, parce qu'il ne se retrouvait pas dans une situation promotionnelle. Il n'était pas face à France 2 ou je ne sais quoi. Il avait accepté de venir déjà. Je suis allé le voir. Je lui ai envoyé un mail. Il a accepté de venir. Et donc, il faut que. Mais il vient avec ses conditions. Conditions qu'il n'a pas, bien évidemment, explicitées. Non. Mais par contre, à un moment dans l'émission, en direct, il te dit, je ne parle pas de mes films. Et toi, tu es Hmm. là. Alors, peut-être qu'on va essayer de parler de la manière, de la construction des coulisses, de voir un peu ce qu'on peut faire. Et je pense qu'on s'en est très bien sortis, lui et moi, surtout lui. Enfin, surtout moi, mais c'est parce qu'il m'a beaucoup aidé, lui, je veux dire. Voilà. Et puis Non, après, c'est très bon, bien. C'est puis une très belle Boucret, c'est un fil. exemple. C'est quelqu'un, t'appuies sur un Hmm. bouton et c'est parti, quoi. C'est fascinant, ça. Un mec qui voit tout, il continue encore de voir. Il a besoin. Donc voilà. Ouais, c'est intéressant parce que ça vient aussi à la dernière question donc là, on revient au festival en tant que tel. Ouais. Et j'ai fait exprès de prendre cette question parce que forcément, c'est une des problématiques de YouTube. C'est que YouTube, c'est numérique. On a une fenêtre, on a un champ contre champ, on a une mise en scène, voilà, on est dans le cadre du faux, finalement. Et est-ce que le festival aussi, c'est une manière pour toi de dépasser le cadre de la chaîne, en fait? Car le dialogue, c'est aussi la rencontre. Je ne sais pas si on dépasse. Je crois que c'est une continuité logique, c'est une cohérence. Je crois que c'est une forme de. C'est aussi peut-être. Moi, je voulais clôturer les 5 ans de la chaîne par un événement. Voilà, j'avais en tête ça. Et même pour aller encore plus loin, cet événement serait axé autour des cinémas d'Afrique. Voilà, j'avais en tête ça. Comment faire? Comment j'aurais fait? Est-ce qu'il faut. Il y aurait eu un moment, je serais allé voir une salle de cinéma, je leur aurais expliqué ma situation, tout ça, comment faire? Et puis, j'avais pas prévu, moi, ça, de faire un festival micro-ciné au Club de l'Étoile. J'avais pas prévu ça. Je savais que le Club de l'Étoile organisait des trucs, mais
pas Ouais. plus, quoi. Et puis, c'est en allant chez Antoine, dans une des éditions du Festival de Goya, où j'ai vu quelque chose, il y a eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est bon, moi, j'aimerais bien aussi le faire. Et j'en ai eu la possibilité. Et là, après, tu touches à ça une fois, bon, tu as envie de faire ça tous les mois. Tous les mois, hein. Tous les mois, tu as envie de faire ça. Bon, bah, tu peux pas parce que pour plein de raisons, ce qui est tout à fait logique. Et si j'arrive à instaurer comme ça tous les ans une édition, jusqu'à donc la dernière, celle de 2026, bah, je serais pas mécontent. Donc, je pense pas que ça soit je pense que c'est une continuité logique, en fait. C'est tout à fait logique avec l'idée que là où tu as raison, effectivement, on sort du cadre, là, pour le coup. On sort de ces deux cadres et on est dans le réel. On est dans l'air libre. Oui, tu as raison. C'est vrai. On sort du cadre. Tu as entièrement raison. J'ai mis du temps à comprendre la question, finalement. Non, tu as raison. On sort du cadre parce que, finalement, on en revient toujours à ça. Moi, je suis sorti du cadre depuis toujours. Donc, c'est nouveau pour moi, ça, d'être dans ces deux-là. Et je pense que inconsciemment, le festival me rappelle qu'on ne doit pas forcément rester sur ça. On doit le sortir de ce cadre-là, parce que c'est ça le plus important. Mais en même temps, ce que je fais là, j'essaye de le faire aussi dehors, comme j'ai pu le faire autrefois quand je travaillais, quand c'en était mon métier. J'avais pas d'émission, enfin j'avais l'émission de radio, j'ai eu le festival à Béjaïa. Mais oui, c'est une manière pour moi, certainement. Oui, tu as raison de finalement de ne pas oublier ce qui a finalement ce qui nous entoure. Mais il y a aussi une continuité logique. Ça, j'en suis persuadé, ça. L'envie constant de montrer des trucs complètement, pas hors du commun, mais des choses qu'on ne soupçonnerait pas. Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, tu rigoles, Snake Eyes. Oui, c'est vrai, Snake Eyes, c'est un mauvais exemple, mais Snake Eyes, c'est surtout parce qu'il y avait un texte, je le dis tout le temps. S'il n'y avait pas eu le texte de Frédéric Bonneau, je ne serais peut-être pas allé le revoir, ce film, et je ne l'aurais pas vu autrement et tout. Donc c'est aussi, et puis aussi, c'est une manière toujours égoïste de parler de moi-même. Je veux dire, il n'y a pas besoin de tergiverser à ça. Là, je parle que de moi. La projection est subjective. Elle dit des choses de mon rapport au cinéma, et aussi au texte, à la critique. Donc voilà. Donc ça dit pas des choses sur l'instantané, finalement. Là, je montre des choses qui perdurent. Ce sont des choses qui perdurent. Des choses qui perdurent. Voilà. Oui, parce que oui, tu sors du cadre de ta chaîne, parce qu'on parlait de dépersonnalisation, et là, il y a une personnalisation, finalement, ce qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose, hein, au contraire. Ouais, bien sûr. Mais ça permet de proposer autre chose aussi, et d'aller peut-être plus loin, parce que, évidemment, après, c'est toujours dans la cohérence du projet micro-ciné, je pense, hein, évidemment. C'est comme quand tu mets tes propres films sur ta chaîne aussi, puisqu'il y a les deux précédentes œuvres que tu as faites. Mais ça permet, oui, bah, de toute façon, après, il ne faut pas oublier aussi que le cinéma, c'est le cadre intime, et l'intimité, elle doit pouvoir un petit peu sortir à un moment. Et c'est peut-être ça que permet le festival. Il y a un peu de cela. Puis elle rencontre aussi avec le public. Moi, j'étais très content l'année dernière aussi de vous rencontrer, vous. De vous Pareil. tous ensemble. C'était important, ça aussi. Je l'ai ressenti. Enfin, je m'en suis aperçu sur le tard, hein, pas tout de suite. Mais pendant 2 jours, c'est une petite famille comme ça. Et alors moi, j'étais souvent pas forcément dans la famille parce que à chaque fois qu'il y avait un film qui terminait, dialogue avec le cinéaste ou l'auteur ou je sais pas quoi, enfin avec un spécialiste. Et puis quand ça se terminait, on repartait sur un autre film et puis il fallait accueillir après. Donc c'était vraiment un peu. Mais je voyais que ça créait, que ça se constituait. Et je savais aussi qu'à l'issue de ces 2 jours, il y en a certains qui étaient pas forcément, enfin qui étaient un peu, enfin qui étaient un peu dégoûtés que ça se termine parce que ça a créé quelque chose. Et on est dans une forme de transmission, quoi. Oui. On est dedans et c'est exactement ça ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai toujours fait. J'ai mis du temps à m'en rendre compte que c'était ça que je voulais faire et quand je m'en suis rendu compte, c'est ce que tant que je peux j'ai envie de le faire, quoi. Tant que je peux. Tu vois, sur ma chaîne, je reçois aussi parfois des personnes qui ont fait des courts-métrages. Très souvent, c'est elles qui sont venues vers moi. Et moi, je réponds tout de suite, oui, alors oui, très bien, alors vous êtes disponible quand? Et on fait,
Et voilà, et on fait sur un court-métrage. Et c'est très bien, et moi je suis content. Ça fait aussi, parce que déjà j'aime beaucoup cet exercice-là, c'est important. Et puis ça fait partie aussi de l'ADN de cette chaîne, de rencontrer de nouveaux visages, voilà, des films, enfin des auteurs ou des autrices qui peut-être plus tard vont devenir les futurs de ce cinéma-là, et ça peut être intéressant ça aussi. Voilà, de les avoir suivis. C'est bien, c'est passionnant, je trouve. Et puis, Ouais. euh, et puis voilà, il faut. Enfin voilà quoi. C'est un beau point final, je trouve, pour introduire le festival qui arrive. Je te remercie pour cette discussion. Mais je t'en prie, Euh, c'est moi qui te remercie, Nicolas. C'est moi qui te remercie beaucoup. Avec plaisir, sachant que je crois que dans quelques semaines, nous allons rétablir le dialogue sur cette chaîne, puisqu'il y a une certaine partie 2 qui arrive. Qui s'appelle Ah, Et oui, je n'ai pas oublié. On fera la suite de cette discussion qu'on avait eue autour de Dune, partie 1, et on va pouvoir conclure, puisqu'on avait dit qu'on pourrait juger sur tout le film lorsqu'il sera terminé. Et il s'avère que la fin arrive. Donc, ce sera un plaisir aussi de recommencer ce dialogue autour de cette œuvre. Donc voilà. oui. Et au plaisir de te revoir à Paris, puisque c'est la semaine prochaine. Donc je rappelle, ça sera le 17 février, donc à partir de 11h au Club de l'Étoile. Voilà. Et de toute façon, d'ailleurs, je vais mettre les liens en description, mais je vous recommande d'aller sur la chaîne de Samir Microciné, parce qu'il y a déjà une énorme collection d'archives qui parlent de cinéma, d'échanges autour du cinéma avec des gens différents. Donc c'est ça qui est très plaisant et qu'il faut découvrir. En tout cas, moi, c'est un conseil que je vous fais. Voilà. Merci, merci Samir, beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, pour tout, pour ce soutien, surpris. pour cette conversation aussi. On est sorti du cadre pour le coup, et c'est pas plus mal. C'est très bien même. Et, Oui. euh, et vraiment, ça me touche. Merci en tout cas pour ton soutien. Bon, bah, je t'en prie et merci à toi pour cet événement et au plaisir de recommencer le dialogue, évidemment. À très vite. À très vite. Bonne soirée à tous.